Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, on va voir comment on utilise un rotary encoder. En français, ça s'appelle un bouton rotatif. Alors, ce bouton rotatif, on le retrouve souvent dans les autoradios pour pouvoir monter ou descendre le volume ou dans les menus. Et aussi dans nos imprimantes 3D, c'est le bouton qui nous sert à accéder au menu. Et aussi, on va voir une fonction extrêmement intéressante sur Arduino, c'est les interrupts. Alors en gros, qu'est-ce que c'est les interrupts? Ça va permettre, si on détecte quelque chose sur quelques pins précis sur Arduino, on va déclencher une fonction. Et donc on va voir, ça met tout en pause sur Arduino pour faire ce qu'on a écrit dans la fonction. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser le rotary encoder avec un interrupt et sans interrupt pour pouvoir l'utiliser pleinement. Pour réaliser ce tutoriel, j'utilise un Arduino, un rotary encoder. Attention, le rotary encoder, j'ai pris un module. Il y a 5 fils. C'est beaucoup plus pratique parce que déjà, il y a des résistances qui sont déjà intégrées à l'intérieur. Donc, ça nous évite de faire un schéma en plus. Et c'est plus accessible à tout le monde. C'est un rotary encoder qui a un bouton intégré. Donc, si j'appuie, voilà, on entend, il y a un petit bouton. Voilà, ça peut être utile sur pas mal de fonctions suivant ce qu'on veut faire. Et voilà, ce module-là, il fonctionne directement parce qu'il existe aussi des rotary encoders à 3 fils. Donc là, c'est un peu plus compliqué, la logique est légèrement différente, mais on va le voir par la suite. J'utilise aussi un buzzer qui va s'enclencher une fois que j'aurai atteint la valeur. Si tu veux tester toi aussi le déclenchement, mais que tu n'as pas de buzzer, tu peux utiliser une LED et une résistance, ou sinon, de toute façon, on verra la valeur dans la console du programme Arduino. Pour le branchement et sur le schéma, il n'y a rien de très compliqué, tout est marqué sur le module. Donc tu as le GND et le VCC, tu as le pin du bouton et après tu as DT et CLK qui va correspondre moi à mes pins A et pin B. Le pin A et le pin B est relié au pin 2 et le pin 3 de l'Arduino. Alors pourquoi pin 2 et pin 3? Le pin 2 et le pin 3 de l'Arduino sont reliés à des interrupts. Ici j'aurais pu mettre par exemple le pin 3, j'aurais pu le fil du pin qui est connecté au pin 3, j'aurais pu le connecter au pin 5 ou peu importe. Étant donné que j'en ai qu'un qui doit être obligatoirement sur un des pins interrupt pour pouvoir utiliser la fonction d'interrupt d'Arduino. Mais si tu utilises la première partie du code que l'on va voir, on n'a pas besoin de le mettre sur le pin 2 et le pin 3, peu importe, mais l'interrupt, il faut obligatoirement un pin qui soit connecté sur le pin 2 et le pin 3 ici. Pour terminer, mon buzzer est connecté sur le pin 7 de l'Arduino et le bouton sur le pin 6 de l'Arduino. On va juste le tester, mais on ne va pas aller plus profondément dans cette fonction-là. Qu'est-ce qu'un rotary encoder ou bouton rotatif? Comme son nom l'indique, c'est un bouton qui tourne. Ce bouton-là a un nombre de crans. Il a 30 crans. Donc pour faire un tour complet, je dois faire 30 crans. On entend, il y a 30 crans pour faire un tour. Le bouton rotatif peut tourner dans les deux sens. Hop, voilà. Et il n'a pas de fin, comme les potentiomètres. Les potentiomètres, ça part de 0, en plus c'est une valeur en ohm, jusqu'à une valeur max qui est définie par rapport à ce potentiomètre. Ici, pas de valeur de résistance, donc on peut tourner tant qu'on veut. Voilà, ça tourne, ça tourne. Donc voilà, on peut l'utiliser dans pas mal de fonctions. Ici, toi, tu l'as peut-être utilisé dans les appareils photo. Des fois, il y a des molettes qu'on tourne. Voilà, on tourne, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Une imprimante 3D aussi, si tu as une imprimante 3D, il y a un bouton pour pouvoir tourner. Ou même un autoradio. Il y a des autoradios, on va dire, modernes, on va dire, qui n'ont pas encore d'écran tactile, où il y a un bouton pour pouvoir monter le volume. Et on peut le tourner. Il n'y a pas de fin. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un bouton rotatif. Comment fonctionne le rotary encoder? Ici, les deux pins, pour pouvoir analyser le sens de rotation, moi je les ai appelés A et B. Imaginons A et B sont légèrement en décalage avec un disque qui va en gros faire contact avec les deux. Un petit peu comme ceci, voilà. C'est comme si on avait A et B qui sont légèrement en décalage. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de l'état de 0 à 1, mais avec un petit temps de décalage entre A et B. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir le sens de rotation. Pour que ce soit plus parlant, on va voir par quel état le rotary encoder va passer pour pouvoir élaborer en fait l'algorithme pour pouvoir traiter le sens de rotation, soit horaire, soit anti-horaire. Ici, j'ai deux schémas. Celui qui va nous intéresser, c'est celui de gauche. Celui de gauche, c'est le rotary encoder que j'ai ici, le module, avec le bouton. C'est le plus facile à gérer.
Et on a aussi celui de droite, c'est un autre type de rotary encoder que j'ai rencontré. Celui-là, il a un état de repos à 0, tandis que l'autre, celui qu'on va utiliser, il a un état de repos soit 0, soit 1 pour les deux pins. Et donc on va voir par quelle étape on passe quand on passe de 0 à 1, si on tourne dans un sens ou dans l'autre. On va partir de l'état repos 2. C'est l'état où A et B sont égales à 0. On va prendre ce sens-là vers la droite dans le sens, on va dire, de rotation horaire et vers la gauche par le sens anti-horaire. Donc, si on est ici état repos 2, c'est comme si on était ici au début de mon schéma. Donc, si on va dans le sens horaire, qu'est-ce qui va se passer avant de retomber à l'état repos 1? Donc, on va avoir A qui change, donc A passe à 1, B reste à 0 et B va passer à l'état 1 au moment où on va tomber sur l'état repos 1. Et si on part du même état, état repos 2, et qu'on va dans le sens anti-horaire, ce qui va se passer, A est toujours à 0, B il est déjà à 1, il va passer à 1, et au moment où on va tomber sur l'état de repos, A va passer à 1, mais comme B est déjà 1, on sait, B est déjà 1, donc on sait qu'on a un sens anti-horaire. Et donc c'est grâce à ce décalage-là qu'on sait qu'est-ce qui est passé avant et après, et on se dit, est-ce que c'est horaire ou anti-horaire? Donc ici, j'ai fait le schéma, en fait, l'explication de l'état et comment on va le lire. Donc, si l'état de A est égal à 0, donc état de A est égal à 0, et que A change, et que B est à l'état bas, qui est ici, alors on a un sens horaire. On est ici, si A est égal à 1, voilà, A est égal à 1. Si A change, ça veut dire que A passe à l'état 0 et que B est à l'état haut, qui est toujours ici, alors on est en sens horaire. Ça veut dire qu'on a fait ça, plus on a encore tourné, on a fait ça et on est tombé ici, état repos 2. Donc à chaque fois, on part d'une transition de repos, qui est ici et ici, ça veut dire ça c'est la même. Donc on est à état repos 2, transition, état repos 1. Donc on a fait un tour. Là, on tourne encore. Transition, état repos 2. Et pour le sens anti-horaire, on part toujours de l'état repos 2. Comme ça, c'est plus facile. A est égal à 0. A change. Mais A change, mais vraiment à l'état repos 1. Donc, il change vraiment au dernier moment. Mais B est déjà à 1. Donc, on sait qu'il y a un sens anti-horaire. Et ça nous fait tomber ici. Donc, ici, A est égal à 1. A change, mais il change vraiment au dernier moment A. Mais B est déjà égal à bas. Donc, on sait que c'est encore un anti-horaire. Donc, c'est par rapport à ces décalages-là qu'on sait est-ce qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre. Cet algorithme-là peut être simplifié. Alors, ici, on a l'algorithme que je viens d'énumérer. Donc, on a des if, encore un if else, un if else, etc. Donc, voilà, ça fait pas mal de conditions. Mais il y a une manière de le simplifier encore plus. Et cette manière, c'est de dire, si A change et que B est différent de l'état, du dernier état de A, alors on a un sens anti-horaire. Et si A change et que B est égal au dernier état de A, alors on a un sens horaire. Donc on va le faire ici. Donc ici, on est à l'état repos 2. A change. Donc on va aller dans ce sens-là. A change. Mais le dernier état de A est égal à 0. Est-ce que 0 est égal à B? Oui, donc on a un sens horaire. On va le faire de l'autre côté, pour que ce soit aussi pour montrer qu'on a un sens horaire encore dans ce sens-là. Ici, A, le dernier état de A, c'est 1. On change, on passe à 0. Est-ce que le dernier état de A est égal à l'état de B? Oui, est égal à 1. Donc le dernier état ici de A et l'état actuel de B est égal à 1. Donc on a un sens horaire. Et pour l'inverse, regarde, on part de l'état repos 2. Si A change, donc A change au dernier moment, est-ce que le dernier état de A, ici, est égal à l'état de B? Ben non, il est différent, donc on a un sens anti-horaire. Et pareil ici, donc si A change, le dernier état de A est égal à 1, l'état de B actuel est égal à 0, donc un état différent, donc anti-horaire. Donc tu vois, on a simplifié le code et on est passé de pas mal de conditions à que quelques conditions, et ça fait beaucoup moins de lignes pour le même résultat. Petite pause dans la vidéo, vous êtes nombreux à me voir, mais vous n'êtes pas abonné.
Il y a encore pas mal de gens qui sont pas abonnés. Abonne-toi, ça coûte rien. Ça me permet de suivre mes dernières vidéos. Bon, je mets des fois un peu de temps. Mais je sors des vidéos. Ça a l'air super intéressant. Et puis aussi, j'ai créé un Utip. Tu peux regarder une petite pub. Je gagne quelques centimes. C'est cool parce que j'ai une machine là. Je me suis prise. Et j'ai envie de vous faire gagner des petits cadeaux. Et si je peux financer en gros les frais pour vous les envoyer. Et puis financer aussi le matos. Ça peut être pas mal. Donc, Utip c'est pas mal. Ça te coûte rien, mais ça te permet de. Allez, vas-y, clique. Sinon, je laisse le bruit. Allez, dépêche-toi. C'est désagréable. Allez, je continue la vidéo. On en a fini avec le Rotary Encoder. J'ai essayé de rendre le plus accessible le fonctionnement du Rotary Encoder. Mais moi, j'ai besoin de ce schéma-là pour pouvoir le décortiquer et comprendre le fonctionnement et l'algorithme simplifié. Donc là, on a de quoi faire, on sait comment ça fonctionne et on sait comment l'utiliser maintenant dans le code. Et maintenant, on va voir comment fonctionne un interrupt sur Arduino. Un interrupt va nous permettre de gérer un événement récurrent, que ce soit ici la rotation d'un bouton, un changement d'état sur un bouton, peu importe, un bouton classique. Donc ça va pouvoir gérer vraiment quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose, je fais quelque chose. Et c'est vraiment pratique parce que l'Arduino, peu importe ce qu'il est en train de faire, il va arrêter tout ce qu'il est en train de faire et il va faire ce pourquoi il a été affecté. L'interrupt est affecté à quelque chose et il va faire l'action qu'on lui a demandé et rien d'autre. Et puis après, il repassera à son programme. Il faut savoir que suivant la carte Arduino utilisée, les interrupts ne peuvent pas être mis sur certains pins. Donc sur l'Arduino Uno, c'est le pin 2 et le pin 3. Et sur le Mega, c'est le 2, le 3, le 18, le 20 et le 21. Et ça dépend, il y a d'autres Arduino où il y a tous les pins, sauf le 4 pour le 0, le Duet, tous les pins, etc. Donc j'ai mis la liste sur le blog, donc tu as la liste et si tu as besoin, aussi tu peux aller creuser sur le site officiel d'Arduino où tu as toutes les infos. Pour pouvoir affecter un pin à un interrupt, on va utiliser attache interrupt. Dedans, il y a 3 valeurs à mettre. Le pin affecté, la fonction appelée et le mode. Pour définir le pin, il faut mettre une valeur spéciale. Donc, pour éviter d'avoir à mettre cette valeur spéciale, par exemple, le pin 2 correspond à 0, le pin 3 correspond à 1. Nous, on va utiliser digital pin to interrupt. Et là, on va mettre dans cette fonction-là le numéro du pin que l'on veut affecter. Donc, si j'utilise le pin numéro 2, digital pin to interrupt 2 ou 3. Et donc là, automatiquement, ça va convertir la valeur en valeur associée pour l'Arduino. Comme ça, on ne se trompe pas, on ne fait pas d'erreur. Ensuite, j'insère la fonction. Imaginons ma fonction, je vais l'appeler Toto. Je l'appelle Toto simplement. Attention, je ne peux pas mettre de valeur dans la fonction. C'est juste, j'appelle la fonction, rien de plus. Et en dernier, dans Attach to Interrupt, je mets le mode. Alors le mode, il a que quelques choix. Soit c'est Low, soit c'est Change, soit c'est Rising, soit c'est Falling. L'état high, en fait, il ne fonctionne que sur certaines cartes, doué, 0, etc. Donc, il ne faut pas le compter. Donc, état low, ça veut dire, à chaque fois que j'ai un état bas sur ce pin-là, je vais appeler la fonction, ça veut dire ça l'appeler indéfiniment. Change, ça veut dire que dès que ça change, là c'est intéressant pour notre Rotary Encoder, dès que ça va changer, hop, ça va effectuer un appel à la fonction. Rising, c'est état montant, donc dès qu'on monte, en gros, on passe de 0 à 1. Et falling, c'est dès qu'on passe d'un état haut à un état bas. Et seulement, hop, dans cette transversale de temps, en fait. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que quand on descend ou que quand on monte avec Rising. Pour plus de détails, je t'invite à consulter le site officiel d'Arduino. Sache aussi que l'on peut détacher un pin. On peut l'attacher à n'importe quel moment, mais aussi on peut le détacher. Il suffit juste de mettre Detach Interrupt avec Digital Pin to Interrupt avec le numéro de pin. Et là, on peut le détacher à un moment donné dans n'importe quelle partie du programme. Et aussi le rattacher comme on veut après par la suite. Dire, voilà, maintenant tu étais sur un état falling, d'un coup tu vas passer sur un état rising. Voilà, il n'y a aucun souci, on peut détacher et rattacher les pins comme on veut. Et dernier point pour les interrupts. Imaginons que notre programme, il y a une partie où on ne veut pas l'interrompre. Il ne faut pas que ça soit interrompu par ce changement d'état. On peut le bloquer.
eh bien là on peut utiliser No Interrupts. L'avantage de ça, c'est que ça désactive les interrupts sans les détacher. Donc gros avantage. Et si on veut les réactiver, on appelle interrupts et là c'est reparti, ça reprend en compte les interrupts. Maintenant on passe au code. Le premier code que l'on va voir, c'est le rotary encoder sans la gestion des interrupts. Donc on va voir que c'est possible de faire tout ça dans le code sans utiliser l'automatisme de l'Arduino. Comme dans tout code, je définis mes pins. Pin A, c'est le pin 2, le pin B, le pin 3, le pin bouton, le pin 6, le pin buzzer, le pin 7. Ensuite, j'ai mes variables. J'ai une variable compteur. Ce qui va me permettre, quand je vais tourner dans un sens, je vais avoir des chiffres positifs. Et quand je vais tourner dans l'autre, dans des chiffres négatifs. Donc, on va faire du plus ou du moins. J'ai ensuite l'état de A. C'est l'état de A actuel. Et le dernier état de A, ça veut dire l'état de A avant qu'il change. Donc, on a un petit décalage entre l'état de A normalement et le dernier état de A. Et pour terminer les variables, j'ai une variable temps A qui est longue, qui va contenir en gros le temps en millis pour pouvoir éviter les faux positifs. Parce que quand on tourne, des fois, il y a un petit contact qui fait que ça fait contact ou non. Donc pour éviter ça, on va utiliser le temps. Dans mon setup, je commence par définir mes pins A et B comme des entrées. J'appelle aussi serial begin avec la vitesse de baud pour pouvoir recevoir les informations que l'on va avoir après dans la console. Je mémorise état de A dans la variable dernier état de A pour savoir si A a changé ou pas. Je mémorise le temps A avec les millis actuels, donc ça va être pas grand chose, mais je prends un temps aussi de référence. Je définis mon pin bouton en entrée et mon pin buzzer en sortie, parce que le pin buzzer, on va y envoyer quelque chose ou pas. J'en ai fini avec le setup. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le loop. Premièrement, dans notre algorithme, on doit mesurer l'état de A. On mesure l'état de A et on le stocke dans état de A. Est-ce que l'état de A a changé? Si l'état de A a changé, si l'état de A actuel est différent du dernier état enregistré, alors on va faire certaines actions. On va contrôler le temps pour éviter les erreurs. Donc j'ai un if pour le contrôle de temps. J'utilise ABS. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais dedans, ce qu'on a, on a millis, ça veut dire le temps actuel. Imaginons le temps actuel, c'est 2000. Et le temps de A, le dernier temps, c'était 50 millisecondes. Donc on fait 2000 moins 50. Donc ça fait 1950. Est-ce que 1950 est supérieur à 50? La réponse est oui. Donc on va pouvoir passer par la suite. Explication de l'ABS. L'ABS, ça renvoie la valeur relative. Ça veut dire que le millis, le problème de millis, c'est qu'au bout d'un certain nombre de jours, plus de 50, je ne sais plus combien exactement, plus de 40, millis retombe à 0. Ça veut dire que si millis est retombé à 0 et que mon dernier temps de A était à 999 et que millis est égal à 50, ça fait 50 moins 999, ça va pas aller, ça va faire un chiffre négatif. Et est-ce que ce chiffre négatif est supérieur à 50? Non, pas du tout. Donc ABS va transformer ce chiffre négatif en un chiffre positif. Et donc automatiquement, on sera toujours supérieur à 50, peu importe si le compteur repasse à 0. Et donc ça, c'est super bien pour une bonne pratique si on a un programme qui doit tourner H24 pendant des jours, des mois, etc. Donc le temps est passé, on retourne à notre algorithme. Donc là, on contrôle. Si l'état de B est différent du dernier état de A, alors on décrémente le compteur. Ça veut dire qu'on tourne en sens anti-horaire. Sinon, on tourne dans le sens horaire. Donc là, on a terminé en gros quasiment notre algorithme. Donc là, on dit, bon ben voilà, on a compté plus ou moins. Et après, on a dans la boucle de temps, on remet le temps au millis actuel pour dire, bon voilà, le temps repart à 0 à partir de cette référence-là, auquel on le mémorise. Et ensuite, on a le dernier état de A aussi, parce que l'état de A a changé. Bon, l'état de A a changé. Donc c'est OK. On mémorise l'état de A actuel, on le met dans le dernier état. Et on fait un serial print du compteur. Donc serial print classique pour afficher le compteur, plus après la valeur compteur. Et on retourne en ligne avec print ln. Donc ça, cette valeur-là, on peut la mettre ici plus haut. Si on veut afficher qu'une fois la valeur du compteur ici. Mais ça, c'est vraiment que pour la partie visuelle sur le serial, en fait, sur la partie série. Nous, on va voir que ça va te montrer les faux positifs. Là, je vais te montrer qu'il y a des faux positifs et c'est pour ça qu'on a une valeur de temps. Donc là, on a vraiment terminé la partie vraiment gestion de l'encodeur. Donc la partie gestion encodeur, c'est ça. Voilà, simplement ça. Et la valeur du compteur, moi, je vais l'utiliser plus tard. Donc c'est pour ça qu'ici,
je mets si le compteur est égal à 20, eh bien, je vais faire activer mon buzzer pour dire, ben voilà, je suis arrivé à 20. Hop, active le buzzer. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire moins 20, moins 10, peu importe, tu mets ta valeur que tu as envie. Mais là, c'est vraiment pour un exemple. Si tu as besoin de compter le nombre de tours qu'on a fait, etc., voilà, tu en fais ce que tu en veux. Là, c'est vraiment une base pour savoir utiliser l'encodeur. Ensuite, j'ai le bouton de l'encodeur. Si j'appuie sur le bouton, ça va faire un étalo. Eh bien, je vais afficher serial print bouton pour dire bah voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Mais là vraiment, c'est même pas, je n'ai pas voulu rentrer dans la partie bouton de l'encodeur. Ça vaut mieux voir les autres tutoriels où tu mémorises l'état d'avant du bouton pour éviter qu'il soit enclenché plusieurs fois, etc. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire avec ce bouton là. Et pour terminer le code, comme tu peux le voir ici, j'ai un délai qui est commenté. Alors ce délai qui est commenté, c'est pour te montrer le fonctionnement quand je vais le décommenter entre un code avec interrupt et un code sans interrupt pour la gestion du rotary encoder. Ça veut dire que quand je vais mettre ce délai là, je ne vais pas pouvoir tourner le bouton, il ne va rien compter. Par contre, avec un interrupt, dès que je vais tourner le bouton, là le compteur il va continuer, il s'en fout d'avoir un délai, il continue. Lui, il dit attends, ça c'est prioritaire, je fais ce que j'ai à faire. Là, j'ai terminé avec le code numéro 1 sans interrupt et on va voir maintenant le code numéro 2 avec interrupt. Maintenant, voyons le code numéro 2 avec les interrupts. Ça fonctionne quasiment pareil, sauf que ça commence à changer à partir du serial. Là, ici, j'ai besoin d'attacher le pin numéro 2. Pas besoin d'attacher le pin numéro 3 parce qu'il suffit d'avoir juste un pin étant donné que les deux sont en décalage. Donc, j'attache le pin A, qui est le pin numéro 2, avec attache interrupt, digital pin to interrupt, le pin A. Je vais appeler la fonction qui s'appelle changement A, qui est beaucoup plus bas dans le code. Donc tu vois le loop est vide quasiment. Et cette fonction va être appelée seulement quand on change, quand on change d'état. C'est-à-dire que quand on passe de 0 à 1 ou de 1 à 0, rien de plus. Dans le setup, j'ai les mêmes codes, je mémorise le dernier état de A, j'enregistre le temps et je définis toujours mes pins. Dans la boucle, j'ai juste la partie du compteur et du bouton, rien de plus. Donc là, tu peux voir juste le loop, il dit voilà, je regarde si le compteur est égal à 20 et si le bouton est appuyé, si on appuie sur le bouton pour enclencher quelque chose. Là, j'ai mis le délai aussi en commentaire que je décommenterai pour le test. Et là, tout se passe ici. Donc ici, je n'ai plus la condition est-ce que A a changé, parce que je sais qu'automatiquement quand je rentre dedans, A a changé. Donc, on mesure toujours l'état de A. On contrôle le temps, pareil. Et là, pareil. On fait compteur moins ou compteur plus. Et on fait exactement la même chose que ce que j'avais dans mon autre code. Sauf que ici, le changement d'état va se gérer tout seul par l'Arduino. Je vais te montrer mon circuit maintenant. J'ai rajouté, moi, 2 LED avec des résistances pour te montrer les changements et comment ça se passe. Regarde, quand je vais tourner, hop, tu vois là, mes LED sont allumés, ça veut dire l'état 1 et là 0. Donc ça veut dire qu'il y a l'écran à chaque fois. Hop, on voit l'écran. Si je tourne lentement, je vais te montrer. Hop, là normalement, j'ai pas manqué, voilà. Quand je tourne, il y a une LED qui s'allume et l'autre qui va s'allumer aussi quand on part de l'état 0. Mais dans un sens ou dans l'autre. On va essayer de le montrer. Donc je tourne lentement. Là tu vois, il y a une LED qui s'allume, la deuxième qui s'allume. On a eu un cran. Là je tourne encore. Là il y a une LED qui s'éteint, l'autre elle s'éteint. Hop, voilà. Il y a toujours un cran. Et on voit comment ça fonctionne l'encodeur. Là, il y a une LED qui s'allume, l'autre qui s'allume. Hop, une qui s'éteint, une qui s'éteint. Et donc là, on voit que c'est des séquences. Et c'est ça qui nous permet de savoir dans le sens où que tourne en fait l'encodeur. Maintenant, on va voir l'encodeur sans l'interrupt. Voilà, j'ai pas encore mis le délai. Et tu vas voir que quand on tourne, tu vois le compteur, il affiche la valeur. Et là, tu vois les faux positifs. C'est pour ça que j'ai laissé le serial là où il était. Ici, dans le compteur, là. À cet endroit là, et si tu voudrais vraiment l'afficher qu'une fois, il faudrait le mettre ici, après ici, voilà, juste après le temps par exemple, si tu veux l'afficher qu'une fois. Mais là c'est vraiment, on s'en fout, c'est pas, on n'a pas besoin de l'afficher, nous on a juste besoin de se dire voilà, le compteur est égal à temps, on fait quelque chose où je contrôle la vitesse, je peux définir la vitesse de moteur si je le branche dessus. Alors, là je vais arriver avec, voilà, le buzzer qui crie, voilà, et donc là je te montre qu'on peut tourner de l'autre sens et d'arriver à des valeurs négatives. Voilà. Et là c'est très précis. Il peut y avoir qu'il y ait des crans qui ne fonctionnent pas, un petit cran ça lâche, ça saute, mais
dans l'ensemble, ça mesure chaque cran. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, ça fonctionne nickel. Maintenant, on va rajouter le délai. On va mettre un délai à 10 secondes en fait. Ça veut dire que vraiment, je peux pas détecter le changement en fait, comme ça. C'est vraiment, il faut que j'attende 10 secondes et tout ça. Donc là, je viens de tourner un cran. J'ai tourné un cran. Donc toutes les 10 secondes, il doit m'afficher, voilà, compteur -1. J'ai tourné dans le sens. Là, je tourne. Je vais te montrer là. Je peux tourner. Là, j'ai tourné un cran. Hop. Il faut le temps que ça fasse, voilà, -2. Là, je peux tourner. Ça compte pas. Ça compte que quand ça a terminé le délai et que si je suis dans un état différent. Parce que si j'étais en état 1 et que je reviens en état 1, il va pas le voir. Il va dire non mais il n'y a rien qui s'est passé quoi. Parce qu'il y a eu un délai qui l'a bloqué. Et c'est là où toute la différence avec un interrupt. On va passer au code avec l'interrupt. Hop. J'envoie l'interrupt. Et ici, je vais mettre quand même le délai. Le versement est terminé. Donc ici, avec l'interrupt, mon compteur fonctionne toujours. Je peux faire ce que je veux. Le compteur, lui, il dit, ben voilà, il y a un interrupt. Je fais ce qu'il y a à faire. Pour te le montrer, imaginons, hop, je vais faire, on va l'arriver avec. Je suis arrivé avec. Avec, il ne sonne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore entré dans la boucle. Il est bloqué par le délai. Et là, normalement, voilà. Là, je vais changer. J'ai changé. Là, je peux pas l'activer parce qu'il est toujours dans la boucle. Il est toujours le délai, en fait. Il n'est pas revenu. Il est toujours dans le changement. Il est toujours dans l'interrupt. Et voilà. Et donc là, tu peux le voir que ça répond direct. L'Arduino, il va continuer à faire son programme. Par contre, l'interrupt, il fait ce petit bout de code. Paf, je fais ce qu'il y a à faire. Je m'en fous du reste. Et c'est là où il y a la grande puissance de l'interrupt. C'est quand on a vraiment une action, on a quelque chose à mesurer et ou quelque chose à faire, on s'en fout du reste avec l'interrupt et on fait ce qu'on a et on fait ce pourquoi il a été fait. Voilà, la vidéo est terminée sur le Rotary Encoder et les interrupts. J'ai essayé de rendre le code le plus accessible possible. Il y a juste une partie à prendre pour après l'utiliser là où tu en as envie. Et surtout en faire ce que tu veux. Donc si tu veux faire un menu, je pense que tu trouveras des exemples sur internet. Si tu veux monter ou descendre le volume de quelque chose, ben ça se gère avec des compteurs. Si tu veux aussi mesurer la vitesse de moteur au bout, il faut pouvoir l'attacher, le connecter. Et là tu peux mesurer le nombre de rotations par rapport à un temps que tu vas donner toi. Là c'est vraiment toi qui va faire le code et qui va continuer vers là ce que tu as envie. Là, tu as une base qui permet de faire des plus ou des moins. Après, tu en fais ce que tu veux. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker et à partager la vidéo parce que c'est comme ça que la chaîne grandit. Tu retrouves tout le contenu de la vidéo avec les codes, les explications, les schémas sur retrogeek.com. Ah, et n'oublie pas, si tu as 30 secondes que tu veux encourager la chaîne, j'ai ouvert un Utip. Tu peux regarder une petite pub ou faire un petit tip, un petit pourboire, comme même principe que Tipeee. Mais là, c'est une pub, on va dire, si tu n'as pas les moyens. Tu auras une petite pub, ça me fait gagner quelques centimes. Moi, ça me permettre par la suite de faire gagner des choses parce que y a des petits objets que j'ai envie de fabriquer avec une machine que vous n'avez pas encore vue au moment de cette vidéo. Mais j'ai envie de vous faire gagner tout ça. Tout ça, ça coûte de l'argent en timbre, etc. J'ai envie aussi de vous partager, de vous le rendre aussi. Le seul moyen, c'est de pouvoir gagner de l'argent d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, l'argent, mais il faut pouvoir financer le matériel, ce qu'on achète, pour pouvoir aussi partager avec vous. Et c'est comme ça que ça marche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.